Merci beaucoup, Sia Abdelaziz, de nous avoir éclairé sur le rôle de l'ONP. Madame Afifa Qada, directrice générale de l'ONSA, va nous éclairer sur l'intégration de l'ONSA au sein de la chaîne de valeur. Merci. Tout le monde, je suis très contente, ravie, honorée par ma présence aujourd'hui parmi vous. On me demande d'augmenter un peu le son, en fait, c'est la fin de la journée, je vais essayer quand même. C'était prévu qu'on fasse une présentation, mais on vient aussi de m'informer que le temps presse et que je vais me contenter d'une intervention globale sans exposé. Donc, ceci dit, je vais d'abord commencer par le titre « Les chaînes de valeur », qui veut dire bien sûr les maillons qui apportent un avantage concurrentiel, c'est une valeur ajoutée. Et je vais vous dire que l'ONSA, il intervient dans une valeur très sûre, valeur ajoutée, un maillon très important qui est la maîtrise de la qualité et de la salubrité des produits de la pêche. Ça rentre dans le cadre de la stratégie de développement des produits de la pêche et des produits aussi halieutiques. À côté de ce maillon qui est très important, il y a d'autres maillons, notamment l'exploration d'autres marchés potentiels, africains, asiatiques ou autres, l'amélioration des infrastructures et plateformes commerciales, une meilleure distribution à l'échelle nationale et augmentation des parts réservées à la consommation locale. Et j'aimerais bien aussi dire un petit mot sur ce point concernant la consommation locale dans le cadre, c'est-à-dire ça doit être dans le cadre d'une approche territorialisée, peut-être rattachée avec d'autres secteurs, notamment le tourisme culturel. Il y a aussi la digitalisation. Et à côté de ce maillon, je vais vous parler principalement du volet qui concerne l'ONSA et qui est au cœur des préoccupations de l'ONSA et qui a fait objet de la stratégie Plan Maroc Vert et le plan halieutique qui a été lancé en 2008 et 2009 en parallèle avec la création de l'ONSA qui s'est vu comme attribution principale ou objectif principal, c'est l'amélioration de la compétitivité des produits agricoles et agroalimentaires et halieutiques et aquacoles. Deuxièmement, l'amélioration de la qualité des produits agricoles, halieutiques et aussi produits de la pêche et garantir la sécurité sanitaire de ces produits tout au long de la chaîne alimentaire. Le troisième objectif, c'était consolider la confiance du consommateur dans la fiabilité du système d'inspection et de contrôle de ces produits, mais surtout aussi consolider la confiance des systèmes de contrôle des pays destinataires ou des pays importateurs. C'est très important parce que ça permet l'accès à plusieurs marchés et c'est une valorisation du produit qui contribue à une valeur ajoutée des produits de la pêche et les produits aquacoles. Je dirais également un petit mot sur la génération Green, qui est la nouvelle génération du département de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes et des eaux et forêts. C'est une consolidation des acquis du plan Maroc Vert, qui a réalisé bien évidemment des résultats très remarquables en termes de croissance, de durabilité de ces secteurs, tout en faisant bien sûr un saut qualitatif technologique à travers des actions très spécifiques sur les filières, notamment les filières des produits de la pêche et les chaînes de distribution, la qualité et l'innovation. Tout cela, bien évidemment, sans oublier le volet de la préservation des ressources et qui est la durabilité dont on parle aujourd'hui et qui est un maillon très important dans la valorisation des produits et la pérennisation de ces produits et également le renforcement de la résilience du secteur. Donc, c'était l'évaluation du plan Maroc Vert qui a permis de ressortir ces axes d'amélioration et qui font l'objet et qui ont été discutés tout au long de ce séminaire. Il y a aussi un point très important, c'est la structuration des circuits de distribution
l'accélération et la valorisation. Et je vais vous dire que l'ANSA il est en tête, ou il a été le leadership. Il est le leadership de ce projet de contrôle de la qualité dans cette génération green. C'est-à-dire que l'ANSA est dans ses premières et importantes préoccupations, c'est la préservation de la qualité et de la salubrité du produit, qui constitue une valeur sûre pour les produits de la pêche et pour l'aquaculture, qui constitue bien évidemment une façon de résilience et de durabilité de nos produits. Merci beaucoup, Madame Afifa. Et je vous rassure, les contacts avec l'ONSA, c'est au quotidien pour nous sur le terrain, avec les médecins, les docteurs vétérinaires. Et nous sommes témoins des efforts qui ont été effectués. Nous avons demandé pendant très longtemps plutôt l'allègement. Nous l'avons obtenu. Et donc, effectivement, sur les 10 dernières années, une énorme progression en termes de qualité de service de l'ONSA. Donc, merci pour ça. Sans transition, beaucoup de pression au niveau de normes sociales, si possible. Mais effectivement, les entreprises marocaines sont de plus en plus contraintes de respecter des normes assez drastiques, d'où l'intérêt de les anticiper. Madame Marianne, à vous la parole. Merci. Bonjour, bonsoir à tous. I'm going to speak in English. I'm going to share my screen because I'm going to do a presentation. I hope. Okay. No. Okay, I think here you can. Marianne, as we are running out of time, if you can be as short as possible, please. Yes, I'm going to be very, very brief. So thank you very much for the invitation. And thank you for the organizers for inviting FAO to give this presentation. Qui va se concentrer sur la durabilité sociale dans les pêches et l'aquaculture, et que souvent il faut, pour atteindre un équilibre entre les différentes durabilités, qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales. Tout d'abord, également internationale. Il est aussi invité à renforcer sa position dans son contexte national et international suite à ces dynamiques. Donc, il œuvre par conséquent pour faciliter l'accès de nos produits de la pêche aux marchés nationaux et internationaux. Et dans ce sens, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, sinon je vais alourdir mon intervention. Il y avait des tableaux et des chiffres dans la présentation qu'on avait préparée, mais je vais me contenter de certaines informations pertinentes, notamment pour les marchés, comme je vous ai parlé, faciliter l'accès des produits de la pêche aux marchés nationaux et internationaux. Nous venons d'ouvrir en 2021 les marchés suivants pour les produits de la pêche: Israël, il y a le marché de l'Argentine, le marché de l'Arabie Saoudite et le marché de Costa Rica. Nous avons également validé dans ce sens plusieurs certificats sanitaires avec plusieurs permis, plusieurs personnes qui dépendent des millions de personnes étaient la main-d'œuvre employée. Cependant, les droits humains sont toujours un problème dans le secteur de la pêche, avec une protection très limitée, et des pratiques non durables peuvent mener à des impacts sociaux à différentes étapes de la chaîne de valeur, avec plusieurs abus de travail forcé, qui affectent beaucoup, en particulier les réfugiés, les hommes, les femmes et les enfants, et peuvent mener à une dégradation de leurs droits humains, et aussi des implications, et les implications du changement climatique ou de la baisse de la biodiversité peut avoir un impact social sur les communautés côtières. En particulier aujourd'hui, avec la pandémie, et il y a eu un impact particulièrement important en raison de la disruption que ça a eu sur
cette économie qui a réduit les revenus pour plusieurs employés dans les personnes employées, en particulier les plus vulnérables, tant dans le monde développé que le monde en développement. Pour la FAO, ce n'est pas quelque chose de nouveau, car nous avons longtemps promu un développement responsable. Nous nous sommes concentrés sur l'agriculture. Par exemple, en 2016, nous avons publié un guide pour des pratiques responsables. Et la même année, en sous-communauté, nous avons organisé un événement sur le travail décent dans l'industrie poissonnière. Et nous avons inclus pour la première fois la notion de durabilité sociale dans ce contexte. En 2018, nous avons, en réponse à une demande de nos membres, fourni plus d'orientation concernant le développement. Et lors de la dernière session, en 2019, nous avons fourni une première version d'un papier et d'une mais en réponse aux membres qui voulaient plus de clarité, on a donc produit un papier blanc ainsi qu'une feuille de route pour répondre aux principaux défis dans le secteur et qui s'adresse aux principales parties prenantes. Cette année, en 2022, nous allons présenter ces documents afin de recueillir les recommandations pour la prochaine étape de ces instruments. Nous avons produit aussi d'autres instruments pour encourager la durabilité sociale, les différents accords, un code de conduite pour la pêche responsable, ou les programmes de documentation de la capture. Qui plus est, pendant la dernière session du comité, les membres ont aussi cherché à promouvoir des conditions de travail sécuritaires et équitables. Alors, qu'a fait donc la FAO pour la durabilité sociale? Depuis 2009, nous avons travaillé à la mise en place de documentation pour guider l'évolution de la situation avec plusieurs parties prenantes. Nous avons lancé les dialogues pour identifier les manquements et les gaps dans la chaîne de production. Nous avons aussi lancé une consultation en ligne avec plus de 1000 personnes invitées et 750 commentaires reçus. Et pendant ce processus de consultation, des représentants de l'industrie et du gouvernement ont participé à ces consultations et le résultat a été en 2019 que la FAO a été en mesure de fournir plus d'informations sur ce sujet. Et nos partenaires ont aussi demandé à être plus souvent consultés. Et c'est pour ceci qu'en juin et août de l'année dernière, nous avons organisé plusieurs consultations avec les parties prenantes, avec 150 experts, 66 pays, et aussi la collaboration et participation active d'autres agences de l'ONU, telles que l'Organisation mondiale du travail,
Et là, les lignes directrices de la FEO vont va être divisé en deux parts. Ça va être quelque chose de volontaire, elle ne sera pas contraignant, sera adressée au secteur privé, elle sera facile d'utilisation et simple à lire et sera basée sur les instruments et lignes directrices existants. Et ça peut être aussi pertinent pour d'autres parties prenantes pour renforcer la responsabilité sociale des opérateurs. Il faut aussi signaler que les efforts de la FAO vont contribuer à la réussite de l'agenda 2020. Avec j'en viens donc merci à vous remercier et je reste à votre disposition pour répondre à toute question que vous pouvez avoir. Merci beaucoup pour votre intervention et pour vos explications. Donc encore une fois, ça fait partie des éléments pour lesquels nous n'avons d'autre choix que de nous aligner. On va parler du nerf de la guerre. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le nerf de la guerre, c'est l'argent, bien que la ressource soit très importante. Et donc, pour ce faire, nous avons avec nous M. Hicham Qadri, représentant régional de Banque El Maghreb à Agadir. Et j'ai une petite présentation à vous ici. Donc bonjour, c'est l'assistance. Donc tout d'abord, je voudrais remercier la FINIP pour l'invitation pour prendre part à cette conférence. Donc mon intervention portera essentiellement sur l'état des lieux de l'investissement au Maroc et aussi bien des actions que Banque El Maghreb a engagées pour favoriser un climat ou un écosystème propice à l'investissement. Donc là, compte tenu du temps alloué à mon intervention, donc vu la pression du temps, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Voilà. Donc là, j'ai prévu une présentation qui portera sur l'investissement au niveau de l'entreprise dans un premier temps. Et dans une deuxième partie, c'est les interventions de Banque El Maghreb au service de l'investissement. Donc, je crois, compte tenu du temps, je vais passer directement à la deuxième partie. Donc, directement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est très bien. Très bien. Donc, petite introduction. Donc, l'investissement est le moteur de la croissance et donc de la création des richesses d'emploi. Cela explique pourquoi les pays œuvrent pour créer des conditions propices à la promotion de l'investissement national et l'attractivité de l'investissement étranger. L'investissement est une composante principale de la demande et constitue pour les autorités publiques un outil pour stimuler l'activité économique à travers des politiques budgétaires stimulantes et monétaires accommodantes. Donc l'investissement est réalisé soit par l'État ou par les entrepreneurs privés ou par les agents économiques étrangers à travers les IDE. Donc l'investissement au cours d'une année donnée est mesuré par la formation brute de capital, dit FBC. Cet agrégat peut être, quand les données sont disponibles, scindé en investissement public et privé ou par secteur ou branche d'activité. Donc de son côté, l'effort d'investissement est mesuré soit en valeur, soit en volume, ou pour des fins de comparaison internationale au pourcentage du PIB. Donc l'investissement au niveau de l'entreprise, donc je vais dresser un état des lieux de l'investissement au niveau du Maroc. Donc les informations sur l'investissement privé au Maroc restent fragmentaires et disponibles, mais le plus souvent après un certain délai, ce qui ne permet pas une appréciation à temps de son évolution.
Donc, parmi les principales ressources de données sur l'investissement, on peut citer. Donc, on a l'enquête mensuelle et de structure de l'ACP. Elle collecte les informations requises pour l'élaboration des comptes nationaux, et ce, dans plusieurs secteurs. Néanmoins, les résultats détaillés de ces enquêtes ne sont pas publiés. Donc, l'enquête du ministère de l'Industrie, il s'agit d'un recensement des entreprises marocaines dans les secteurs de l'industrie, des services et d'offshoring. Elle porte sur l'évolution de plusieurs macro-indicateurs tels que l'investissement, les importations, la production et l'emploi. Toutefois, les résultats détaillés de cette enquête ne sont pas également publiés. Donc, on a aussi l'enquête qualitative de la Banque mondiale auprès des entreprises qui concerne 1096 entreprises. Donc, il s'agit d'une enquête auprès d'un échantillon représentatif des entreprises du secteur privé. Elle couvre un large éventail des sujets liés au climat des affaires, notamment l'accès au financement, la corruption, les infrastructures, la concurrence, et en particulier le financement de l'investissement mené dans 151 pays. On a également l'enquête mensuelle de conjoncture de l'industrie de Maghreb. Donc cette enquête collecte et porte généralement sur la collecte, en particulier des données relatives aux dépenses d'investissement et aux intentions des chefs d'entreprise en matière d'investissement. Ça bloque. Voilà. On a également l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Il dispose des données relatives notamment aux créations d'entreprises, à la situation financière issue des bilans des entreprises. Les données sont collectées conformément aux dispositions légales de l'OMPIC. Mais leur exportation statistique que nous effectuons, notamment au Maghreb, nécessite un effort considérable en matière de fiabilisation et d'adaptation. Donc, on a également les données de l'Office d'échange sur l'investissement direct étranger, donc établies essentiellement sur la base des transactions internationales, complétées par des données diverses telles que les comptes des sociétés et l'identification des autorités boursières. Donc, on a également les statistiques monétaires, retracent notamment la contribution des banques et des autres institutions financières au financement des entreprises. On trouve également l'Observatoire marocain de la TPME. Donc, il a été mis en place en 2013 par Banque Maghreb, en collaboration avec plusieurs partenaires. Il dispose de données aussi bien sur les entreprises ayant le statut de personne morale que de personne physique, et il obtient des données de plusieurs sources, dans la DGI, l'OMPIC, la CNSS, le ministère de l'Industrie et du Commerce et Banque Maghreb. Face à cette disparité des sources, d'une part, et la difficulté d'accès à l'information, en particulier celle détaillée de l'autre, notre pays a besoin aujourd'hui de mettre en place un répertoire national des entreprises, à l'instar de ce qui existe dans les pays avancés et dans certaines économies émergentes. Donc cela permettra de disposer d'une information fiable, exhaustive et à jour sur la situation dans le tissu économique qui permettra une bonne prise de décision dans ce sens. Donc, quelques données sur le tissu productif marocain. Donc, le tissu productif marocain est caractérisé par une structure fragmentée, une dominance des TPE et un nombre relativement faible d'entreprises exportatrices. Donc, selon le rapport annuel de 2019-20 de l'Observatoire marocain de la TPME, 92% des entreprises sont des micro-entreprises qui ont un chiffre d'affaires ne dépassant pas 3 millions de dirhams et 84,4% réalisent un chiffre d'affaires de moins d'1 million de dirhams. Donc la pression fiscale est concentrée sur un nombre très limité, 2% des entreprises payent 80% de l'IS. Donc les données de l'Office d'échange indiquent que le nombre des entreprises exportatrices actives ne dépasse pas 4309 entreprises en 2019. Par millier d'habitants, le nombre d'exportateurs au Maroc s'établit à 0,2 par 1000 habitants. Ce constat reste relativement faible, comme l'indiquent les données de l'OCDE. Donc, selon les données de l'enquête de l'ACP auprès des entreprises effectuée en 2019, donc la capacité d'investissement des TPME reste faible, avec seulement 29,4% des TPE qui déclarent avoir réalisé un investissement entre 2016 et 2018, contre 49,5% pour les PME et 80% pour les grandes entreprises. Donc, le financement des entreprises marocaines est caractérisé par la dominance de l'autofinancement et un recours limité au financement externe.
Donc c'est toujours selon les données de l'Office marocain, l'Observatoire marocain de la TPME, en 2019-2020, la part de la dette financière est de 20,2%. En comparaison internationale, cette part reste, selon les données disponibles, inférieure à celle enregistrée dans les pays comme la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne ou la Pologne. Donc ce constat est corroboré et confirmé d'un autre côté par les résultats de l'enquête de la Banque mondiale effectuée en 2019, qui montre que l'investissement au Maroc est financé à hauteur de 8% par des emprunts bancaires, contre 12% pour les pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure, et 14% pour la région MENA. Donc toutefois, le crédit reste la principale source de financement externe et en constitue 96,6%, alors que le recours au marché des capitaux, c'est-à-dire la bourse, reste faible et largement dominé par les établissements à caractère financier et de quelques grandes entreprises. Donc de plus, le crédit bancaire aux entreprises représente 51% du PIB, soit un niveau supérieur à celui enregistré dans le pays comme la Pologne 44%, l'Afrique du Sud 34%, le Mexique 26% ou l'Argentine 21%, et semblable à ceux du Brésil 53% et de la République tchèque 54%. Donc l'accès de la TPME au financement est une problématique mondiale récurrente. Donc en général, la TPME considère que les banques leur exigent beaucoup de garanties, leur appliquent des taux d'intérêt élevés et des conditions défavorables et leur octroient des financements restrictifs. Les banques avancent de leur part le manque de transparence financière de ces entreprises, leur faible qualité de gouvernance et les craintes quant à leur capacité de remboursement pour justifier leur prudence et l'application des primes de risque relativement élevées. Donc ceci est aussi le cas pour le Maroc. Donc comme le montrent les résultats de l'enquête du HCP en 2019, 69% des TPME ont déclaré avoir souffert de difficultés d'accès au financement. Parmi les TPE qui ont demandé un crédit, 28% ont vu leur demande rejetée en raison soit de l'insuffisance de garantie pour 52% des entreprises ou du manque de confiance dans l'entreprise pour 20%. Donc les freins évoqués pour l'accès au crédit bancaire sont essentiellement le taux d'intérêt élevé et les garanties excessives et les considérations religieuses. Mais d'autres données montrent une situation meilleure et une amélioration tangible durant les dernières années. Dans les enquêtes trimestrielles de conjoncture de Banque al-Maghreb dans l'industrie pour l'année 2021, les entreprises évoquent à près de 90% un accès au financement bancaire normal. Dans l'enquête de la Banque mondiale auprès des entreprises, seuls 4% des entreprises marocaines citent l'accès au financement comme principal obstacle et à leur développement en 2019 contre 9,8% dans l'édition de 2013. Ce facteur est ainsi passé du quatrième au 8e rang des obstacles cités. Donc les principaux obstacles évoqués par les entreprises sont la corruption, la pression à lourdeur de la fiscalité et la concurrence déloyale des activités informelles. Les données de la même enquête de la Banque mondiale montrent que le niveau des garanties exigées par les banques a largement diminué. Donc le niveau de collatéral exigé est passé selon la même enquête de la Banque mondiale de 165,7% du prêt en 2013 à 63,4% en 2019, soit le niveau le plus faible parmi l'ensemble des pays couverts par l'enquête durant les 3 dernières années. Le pourcentage des entreprises pour lesquelles une demande récente de crédit a été rejetée a légèrement baissé de 6,1% à 5,7%. De même, la proportion des prêts qui requièrent un collatéral est revenue de 84% pour s'établir à 71,8%. Donc l'écart entre le collatéral exigé pour les TPE et les grandes entreprises, paradoxalement, est en faveur des TPE au Maroc, ce qui peut expliquer par l'effort important des autorités publiques pour soutenir le financement de cette catégorie d'entreprises à travers notamment le programme des garanties. Donc là, compte tenu de la pression du temps, donc je passe directement
à la deuxième partie, sachant qu'il y avait plein d'informations très très intéressantes, mais la situation l'oblige. Okay, donc on passe directement aux interventions de Banque Maghreb pour soutenir l'investissement au Maroc. Donc Banque Maghreb a mis en place plusieurs mesures. Les interventions de Banque Maghreb sont multiples et très diverses, mais j'ai retenu quelques-unes, compte tenu toujours du fait la pression du temps. Donc Banque Maghreb a mis en place plusieurs mesures en soutien du tissu marocain, productif marocain. Pardon. Ajustissement des banques via une recommandation datant de 2004 à la mise en place d'un système de notation des PME pour une politique discriminatoire en leur faveur. Les banques sont tenues de communiquer avec les entreprises à cet égard. Création en 2009 du Crédit Bureau, l'un des premiers de la région MENA, dans l'objectif d'accompagner les établissements de crédit pour améliorer leurs pratiques en matière d'évaluation des risques et les aligner davantage sur les standards internationaux. En 2016, un second Crédit Bureau a été mis en place afin d'introduire la concurrence à même développer les services à valeur ajoutée au bénéfice des usagers. Donc, dans le même sens, et dans le cadre d'une vision globale de promotion et de partage de l'information financière de notre pays, un chantier de refonte du cadre juridique des crédits bureaux a été lancé. Ce nouveau cadre permet à toute entreprise d'exercer l'activité de crédit bureau à condition de répondre à un cahier de décharges qui fera l'objet d'une publication prochaine. Ce projet est dans ses phases finales et en effet a été introduit dans le circuit habituel d'adoption. Création en 2013 de l'Observatoire marocain de la TPME, dans l'objectif de fournir des données permettant une croissance approfondie du tissu productif et une communication régulière sur les services et les mesures prises en sa faveur. Création en 2014 du Fonds de soutien financier aux TPME destiné au cofinancement des TPME. Donc, connaissant les difficultés passagères, ce fonds a été doté de 3,6 milliards de dirhams répartis sur 3 ans. Mise en place en 2021 d'un nouveau service permettant aux commerçants et entreprises de vérifier la régularité des chèques bancaires à travers l'application, le dispositif Check Info. L'organisation des rencontres tripartites. Dans le cadre des actions menées en faveur de la TPME, Banque Maghreb a initié l'organisation de la première réunion tripartite avec CGM et le GPBM le 26 janvier 2016 sous le thème « Comment renforcer la compréhension entre les banques et l'entreprise ». À l'issue de cette rencontre, un mémorandum sur le financement de l'économie a été élaboré qui comprend des engagements pris par les trois parties, notamment BAM, Banque Maghreb, CGM et GPBM, ainsi qu'une série de recommandations au pouvoir public concernant certaines préoccupations et entrer notamment au délai de paiement à l'accès à la commande publique, au financement du crédit de la TVA et la restructuration des entreprises en difficulté. Ce mémorandum a été adressé au chef de gouvernement en 2016. Le 18 avril 2019, la deuxième édition de la rencontre tripartite a été organisée sous le thème... Résumer vos conclusions en deux conclusions. On aura le plaisir de lire les diapositives très bien détaillées. Deux conclusions, s'il vous plaît. Ok. Donc, compte tenu de ce qui a été fait, compte tenu de la situation, du temps et la pression, comme vous pouvez le constater, donc je vous dis merci. Merci beaucoup, Sidi Hichem, et désolé pour la pression, mais on a encore deux interventions qu'on ne voudrait pas rater.